Éric Tegner, journaliste, président, directeur de la rédaction de Livre Noir. Et je précise qu'il y a un nouveau numéro de Livre Noir qui va plaire à Monsieur Calfon. Il va me l'offrir, dédicacé. Qui est en kiosque. Une terre, deux peuples. C'est un dossier vers la guerre civile en France. Donc, c'est une interrogation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Oui, tout à fait. On est allé en Israël, on est allé à Londres dans les manifestations palestiniennes, on est allé dans les cités, dans les quartiers nord de Marseille, un peu partout, pour poser cette question d'un moment donné. Est-ce que peut y avoir demain un affrontement? Est-ce que peut y avoir un phénomène aussi d'engrenage avec de nouvelles émeutes? Et on a interrogé des personnalités comme Thibaut de Montbrial, par exemple, qui font un véritable effort de prospective sur l'après, et notamment le risque encouru au moment des JO. Donc on en parlera tout à l'heure, parce que c'est un des sujets d'aujourd'hui. C'est un beau sujet, ça. Oui, absolument. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est une chose, c'est qu'on a eu un raid, il n'y a pas d'autre mot, politique et médiatique de l'extrême droite, et là je vais la qualifier encore pour pas qu'on parle de n'importe quoi, des hémoristes en particulier, de Marion Maréchal en particulier, sur le thème c'est une razzia, qui est un terme, en gros c'est quelque chose, et on va décrire ce que c'est pour pas être dans le fantasme, de prémédité qui aurait été fait dans un quartier d'une bande, tout ça avec des guillemets qu'on ne voit pas. Issus des quartiers et ethniques, hein, c'est ça le récit, puisqu'on aurait caché les prénoms, pour aller massacrer, commettre là encore des guillemets, c'est le terme zémorien consacré, un francocide. Et tous ceux qui n'étaient pas dans ce récit étaient forcément des complices de cette invasion, etc., etc. Et la presse et la justice, et là, ça renvoie à nos sujets précédents sur un autre thème, font leur travail. Le temps de la justice, c'est pas le temps des réseaux sociaux. Ils sont en train d'établir une réalité qui n'est pas contraire, qui est juste une réalité. Il n'y a pas à aller plus loin que ça. Il y a eu un conflit, il y a des gens avec des couteaux, etc. Il ne s'agit pas de déresponsabiliser. Et il y a un autre récit qui s'impose. Et derrière, Monsieur Cohen, qui est peut-être allé un peu loin, je n'en sais rien, le Parisien, petit à petit, parce que ça, il n'y a pas de secret des sources, il n'y a pas de secret de l'enquête, nous donne les minutes d'audition finalement qui se passent. Et ce récit-là ne convient pas à cette extrême droite zémorienne et autres si affinités. Et tout d'un coup, on jette à la vindicte populaire le nom de Monsieur Cohen, on dénonce le Parisien comme n'étant pas des journalistes sérieux, parce que la réalité... Et ça, pardon, mais c'était les staliniens qui faisaient ça avec Monsieur Lysenko, qui était un scientifique qui devait changer ses résultats scientifiques. La réalité ne correspond pas au récit d'extrême droite. Eh bien, je dis, il y a une réalité tout court. Elle n'est pas belle à voir, ni dans un sens ni dans l'autre, mais de grâce, laissons la presse travailler, il y a une presse sérieuse, laissons la justice travailler et établir sans instrumentalisation le réel, plutôt que d'adhérer à un récit fantasmagorique d'une extrême droite qui a un agenda politique. Tout le monde en a un, mais enfin, pas au détriment de ce qu'est le réel. C'est que... Ce qui est étonnant, c'est que vous dites il faut laisser le temps à la justice. Et dans le même temps, ça vous arrange bien d'utiliser l'article du Parisien, qui d'abord est alimenté, non pas le procureur qui s'est toujours pas prononcé sur le sujet, mais qui est alimenté par les partis adverses, qui fondamentalement, justement, donnent leur opinion. Moi-même, quand je m'étais rendu à la Cité de la Monnaie, ces partis adverses nous expliquaient également que c'était les autres, dans le fond d'ailleurs, qui avaient bien cherché, parce qu'il y avait des différents types d'insultes. Ce que j'aimerais aussi noter, c'est que c'est le Parisien le premier à avoir repris l'information du Dauphiné libéré, qui disait que justement, il y avait des propos qui disaient on va se faire des blancs. Donc moi je veux bien qu'on explique que c'est uniquement instrumentalisé. Ce sont eux qui ont expliqué cela. C'est la mère de Romans-sur-Isère. Vous soutenez souvent les maires, qui est une mère LR, qui n'est pas connue pour son radicalisme, et qui l'explique aujourd'hui que les familles, il y a 9 témoins qui parlent justement de racisme anti-blanc. Et il y a une différence, bien entendu, qu'il faut condamner celui qui aurait dit qu'il y avait des bougnoules, et qu'il fallait se faire du bougnoul, même si cette personne-là, justement, conteste avoir dit ces faits. Mais cette personne-là n'a pas sorti un schlass. Si j'ose dire, moi, quand j'entends l'article du Parisien, il m'a scandalisé, parce que à la fois il va dire il faut pas utiliser les prénoms, mais dès qu'il y a un des suspects qui a un prénom français, alors là on le donne bien, on va bien tout de suite expliquer que c'est le cas. Que c'est un journal d'extrême gauche, le Parisien, c'est un Français, la mère elle est française, mais il donnait pas l'origine du père. Donc l'instrumentalisation, monsieur, en fait, elle est de deux côtés. Il y a une différence, c'est que c'est le jeune Thomas qui s'est fait planter, et que dans le récit du Parisien, moi ce qui m'a scandalisé, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui se passe, juste comme ça les auditeurs vont comprendre. Dans le récit du Parisien, ils expliquent que les jeunes, ils sont pointés à l'entrée, et le videur, il a pris leur schlass de 25 cm. C'est-à-dire que moi, demain,
Je vais en boîte de nuit avec une arme, Voilà. et il va me prendre mon arme. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y avait besoin de 4 vigiles là-bas, en campagne, parce qu'ils sont habitués à ce que ces jeunes de cité viennent justement dans les témoignages également du Parisien. Ils expliquent que ces jeunes-là savent très bien qu'ils ne sont pas les bienvenus, que ça se passe jamais. Donc ils sont venus, non dans une perspective de dire on va les tuer, mais dans une perspective de dire on va y se pointer, on va chercher. D'ailleurs, ils ont forcé visiblement une jeune femme à danser avec eux. Moi, je suis désolé, ce genre d'éléments me choque. Donc le Parisien, c'est eux qui instrumentalisent des faits qui, pour la plupart, sont justement pas du tout dans le sens de ce qu'ils disent. Vous préférez les rumeurs à la presse? Non, je parle de l'article du Parisien dont vous parlez, monsieur. Alors, Jérôme, moi, je trouve que ce débat est complètement surréaliste. On a l'impression que ces deux messieurs, monsieur Calfon et monsieur Livrenoir, monsieur Livrenoir, vous pouvez l'appeler Eric Tegner. ont assuré de manière extraordinaire les auditions. On a l'impression que vous étiez là lors des auditions, que vous connaissez absolument tout de l'enquête, au témoignage. On a pour le moment une bribe d'informations qui, je le regrette, est sortie dans un quotidien. Je le regrette parce que ça devrait pas sortir. L'enquête est en cours. Les auditions se retrouvent dans la presse, c'est pas normal. C'est insupportable. Oui, mais c'est pas normal, c'est insupportable. Mais c'est insupportable. On a une bribe d'informations et on en tire des conclusions politiques. C'est insupportable. Moi, monsieur, une différence, c'est que... Non, moi je vous dis, attendons la fin de l'enquête. Je suis allé dans la cité, je suis allé à la marche. Mais vous êtes un militant. Mais vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas auditionné, vous n'êtes pas gendarme, vous n'avez rien auditionné du tout. Donc s'il vous plaît, un peu de calme, un peu de suspension de ces exploitations politiques. Il y a une enquête en cours, laissons-la faire. Et on attend que le procureur s'exprime, parce que pour l'instant... Est-ce qu'il voulait se mettre au milieu? Mais c'est exactement ce que j'ai dit. Bien sûr. Confiance à l'enquête, et là où je ne suis pas... Excusez-moi, ça ne doit pas sortir dans la presse. Je suis désolé. Bien sûr qu'il faut garder la présomption d'innocence, etc. Mais ça ne veut pas dire que les journalistes ne peuvent pas faire leur travail. Moi, je ne conteste pas le Parisien de faire son travail. Ou alors sinon, quand on a reçu les sujets d'aujourd'hui sur Crépol, vous aurez dû ne pas venir en disant écoutez, moi je parle pas d'un sujet tant qu'il n'y a pas de sujet. Dans ce cas-là, il faudrait ne pas en parler, il faudrait mettre l'omerta complète sur ce sujet-là. Il y a le travail journalistique et il y a le travail de la justice. Encore une fois. Non, mais on a affaire à une soirée terrible avec la mort d'un jeune de 16 ans. Il y a un autre gamin de 15 ans qui s'est fait tuer par coup de couteau en région parisienne dans une guerre de gangs. Pour le coup, dans une risque que personne ne conteste. Oui, et là, voilà, c'est-à-dire que il y a aussi, je parlais tout à l'heure du climat de violence, c'est ça qui est aussi très inquiétant de se dire, mais... on peut pas continuer à égrener comme ça les 10 faits divers qui sont des drames en réalité, ou des meurtres, ou des assassinats, et se dire qu'on va rien faire, ou on va en parler comme c'était pas une rixe, ou c'était une rixe. Oui, alors bon, est-ce qu'ils avaient le droit d'avoir des couteaux ou pas? Les 120 coups de couteau par jour, c'est ce chiffre qui est toujours annoncé, mais discuté, parce que on peut pas dire on sait pas, mais les incivilités qui sont nombreuses. Alors je fais pas le lien entre un meurtre et des incivilités, mais simplement pour dire que finalement, c'est une chronique de l'effondrement de la société. Mais on a des bribes d'informations qui sortent, des bribes de ces auditions qui sortent dans la presse, et tout de suite on en tire des conclusions. Attendons, franchement, un peu de patience, un peu de prudence. C'est très bien, et je comptais pas sur un lac suisse dans ce débat quand j'ai lancé ce débat. Je suis assez d'accord sur le fait, et pourquoi je l'ai lancé, exactement un peu dans la perspective de ce que vous avez dit. C'est-à-dire que il y a des faits, et les faits, ils détermineront peut-être du racisme de part et d'autre, une préméditation. On va pas évidemment en soirée avec un couteau, je vous suis tout à fait. Mais les faits, c'est la dégradation générale de la société. Et ce que j'ai dit tout à l'heure sur d'autres sujets, je le dis aussi ici. La réponse n'est pas à pointer du doigt tel ou tel. La réponse, c'est une réponse collective de cette société par rapport à ce qu'est une dérive, une forme d'affaissement. Certains diraient une décivilisation, tout ça. Quels qu'en soient les termes, moi, ce que je dis, c'est que je ne m'oppose pas à ce qu'il y ait un débat droite-gauche, voire gauche dure face à la droite dure. Je me dis, mais chacun dans l'opposition doit se poser une question simple. Qu'est-ce que je ferais si j'étais aux responsabilités pour que la société
Non, mais d'accord, ça fait 30 ans que, par exemple, cette si on question doit être posée. La question de la décivilisation, il y a toujours eu... Regardez, moi, j'ai pas de problème avec ce terme. Regardez... Vous savez qu'il était un terme qui a été façonné par quelqu'un que vous condamnez, qui est dans le camp de l'extrême droite, comme vous dites, qui s'appelle Laurent Oberton, qui en a parlé dans la France Orange Mécanique en 2013. Mais qui était promis à le populariser véritablement. Marine Le Pen avait repris. C'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. C'est une façon de vous dire que... Je me fous des marqueurs politiques. Oui, mais bien sûr. Ce qui m'intéresse même comme stigmatisé aujourd'hui. Ce qui m'intéresse même comme militant politique, c'est pour ça que je me suis engagé en politique, et quel que soit le bord, j'aimerais que ce soit le cas. C'est que ma société à moi, le pays que j'aime, pardon de le dire, encore aujourd'hui, soit pas en train de foutre le camp jour après jour, et que les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques ne soient pas les premiers des incendiaires. C'était le sens de ce que j'ai dit, c'est rien d'autre. Mais la question aussi, c'est il y a toujours eu des bagarres, il y a toujours eu des raids parfois, sauf que là, il y a une notion communautaire qui entre en ligne de compte et qu'on ne peut pas évacuer non plus. Surtout une réponse pénale qui est totalement absente. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est ça le sujet fondamental. C'est l'absence de réponse pénale. Voilà. Ce qui est vrai, c'est je pense qu'avec un meurtre, il y aura une réponse pénale. Ah ben oui, mais combien de temps ça va durer? Il y a le débat sur les faits, etc. Ça, c'est un débat. Et après, il y a la grille de lecture qu'on en tire. Effectivement, la grille de lecture aujourd'hui, c'était pas fondamentalement de dire est-ce qu'il y a eu razzia ou pas razzia. C'est le lien. C'était posé comme ça politiquement. C'est le lien d'abord, et c'était la question des prénoms. C'est le lien entre l'insécurité et l'immigration, qui fait qu'aujourd'hui, le tiers de nos prisons sont remplies d'étrangers et que près de 2 tiers sont au moins issus de l'immigration. Et ça, c'est une réalité que les Français, justement, ils comprennent. Et c'est ce qui a marqué avec ce drame de Crépol. Bien sûr que les gens savent qu'il y a 100 ans ou il y a 200 ans, il y avait une violence. Mais aujourd'hui, l'augmentation de la violence, elle est surreprésentée dans les populations issues de l'immigration. Et dans le même temps, on a un gouvernement qui, en fait... continue à vouloir recevoir des immigrés, qui importent un phénomène de violence, parce que dans leur pays, croyez-moi, en Tunisie, au Maghreb, etc., la police, elle est ultra répressive, parce qu'ils savent que ce sont des cultures, il faut fonctionner comme ça. Et nous, on est ultra laxistes. Vous avez une lecture, j'en ai une autre. C'est-à-dire que autour de cette table, je crois, tout le monde a dit, et mon ami Dubus le dit, à défaut de camarade, la violence... Ça va mieux. La violence a toujours existé. Les rixes, ça a toujours existé. Et c'est pas une manière de dire, il n'y a rien. Chaque violence est un drame. Maintenant, si vous mettez un autre prisme qui n'est pas le vôtre, parce que vous avez un prisme ethnique, racial, le prisme des catégories populaires. Classe laborieuse, classe dangereuse, ça a été dit il y a plus d'un siècle. Bah oui, il y a une prévalence très forte, des catégories populaires, du chômage, du travail pauvre dans l'immigration. Et donc, si vous prenez la violence rapporté aux catégories sociales, et ben vous avez un prisme qui n'a pas varié depuis 50 ans. Mais ça n'est pas le vôtre. Mais les gens de Crépol ne sont pas des bourgeois. Moi, je ne dis pas le contraire. C'était plutôt des gens populaires. Je ne dis pas le contraire. C'était des gens populaires. Vous avez l'air de dire... je ne dis pas, puisqu'on n'a pas parlé des rixes. Les rixes, c'était les violences entre bandes. J'ai été élu de Melun. C'était entre le Mai-sur-Seine et Melun, c'était tous les jours. Mais pourquoi ça n'intéressait personne? Parce que monsieur nous dit tout ça, c'est le phénomène de l'immigration. Parce que c'était les habitants des quartiers entre eux. Et qu'il n'y avait pas, pour reprendre votre expression, les noirs et les blancs. Mais il y avait des drames tous les jours. Tous les jours. Mais bien sûr. Ils étaient le produit de quoi? La différence des ghettos, de l'exclusion sociale. Mais comme c'est pas entre les noirs et les blancs, ça ne vous intéresse pas. Eh bien moi, je m'intéresse à cette jeunesse qui est en train de crever de toutes ces violences. Et je souhaite que nous en sortions. Non, François Calfon, si à un moment donné, si on regarde, si Crépol, ça a autant marqué les Français. Parce que 2 à 3 semaines quand même de débat là-dessus, je n'ai jamais vu ça. Et à un moment donné, les médias en parlent parce qu'ils voient que ça intéresse, parce que ça fait des audiences. Si ça les a marqués plus qu'autre chose, c'est pourquoi? Parce que maintenant, ça touche les campagnes. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, effectivement, ils étaient cantonnés dans le 93, également à Marseille. Ensuite, avec les émeutes au mois de juin, on a réalisé au mois de juin, et ça, ce sont les services qui l'expliquaient, que cette délinquance, elle était répartie sur l'ensemble du territoire. Et c'est à ce moment-là que cette fameuse cité de la Monnaie est rentrée dans le viseur justement des renseignements territoriaux. Et enfin, ce qu'on voit, c'est que non content d'être entre bandes, c'est-à-dire entre la bande de Valence et celle de la cité de la Monnaie, désormais ils se rendent dans les petits villages comme Crépol. Crépol, où il y a des habitants lors de la marche blanche qui expliquaient aux journalistes qu'ils avaient quitté justement Romans-sur-Isère pour trouver une forme de sécurité. C'est ce qui marque les Français, c'est-à-dire qu'ils tolèrent indirectement les gouvernements d'accepter en fait cette ultra-délinquance dans les quartiers par lâcheté, mais ils ne tolèrent
tolèrent pas de se dire qu'aujourd'hui, ils vont se retrouver justement, et c'est ce qui fait que le vote Marine Le Pen, il y a un très bon article qui a été fait par le Figaro là-dessus, va être surreprésenté dans ces villages, notamment de Crépol, parce qu'ils se sentent en danger. Ce n'est pas un sentiment d'insécurité, c'est une insécurité. On va marquer une pause, vous répondrez Alexis Poulain, vous réagirez à ce que vient de dire Éric Tegner. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Avec vous jusqu'à midi et le débat a continué pendant la pub. Alexis Poulain, vous vouliez avoir, je vous donne la parole pour réagir à ce que disait Éric Tegner. On parlait de Crépol, de ce drame effectivement où il y a eu une politisation. Évidemment, il y a eu politisation. À propos de cette politisation, quand Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, s'est rendu à Crépol, et c'était un témoignage aussi dans Le Parisien, je crois, il y a un homme qui a interpellé Olivier Véran. Les habitants de Crépol ont dit on l'a jamais vu. Il est venu juste pour interpeller Monsieur Véran, il est reparti ensuite. C'est aussi ça, une sorte de manipulation, d'utilisation d'un drame où la justice va devoir faire son travail et ça va être long, et d'utiliser ça pour créer un débat. Ça marche, puisque on en parle depuis des semaines de ce débat, puisque le porte-parole du gouvernement a parlé de basculement, quasiment, de la société. Mais derrière, c'est d'une violence sans nom, je pense, pour la famille de Thomas. Je voulais rajouter un élément. Alors attendez, c'est parlé quand même, il n'y a pas fini. Non, c'est juste qu'il y a vraiment... Ok, on a compris. Il y a un problème de violence dans la société. Il y a un problème de communautarisme aussi qui est en train de fracturer ce qui reste de la République. La laïcité, c'est un vœu pieux dorénavant. Et on se retrouve avec un débat qui n'est pas pris. Et là, j'en veux pour beaucoup au gouvernement parce que on n'a pas entendu les mots nécessaires. Ce matin, Emmanuel Macron s'occupe de faire un nouveau conseil de scientifiques autour de lui. Il y a eu des mots du ministère de l'Intérieur très... mais du ministère de l'Intérieur, mais là peut-être qu'à un moment il faut monter au créneau quand on voit qu'il y a des ratonnades qui s'organisent, etc. Darmanin il a réagi le lendemain. C'est pas pour rien. Il a réagi immédiatement. C'est pas vrai. Juste un moment, Valérie. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on pourrait ne pas être d'accord, mais à un moment donné, il y a une analyse politique aussi à faire de la société. On intervient dans des médias, etc. On sait comment ça fonctionne, qui consiste à dire qu'aussi si sur Thomas, ça a marqué beaucoup de gens et beaucoup de jeunes notamment, c'est parce que les gens se sont retrouvés à travers Thomas, notamment ces jeunes. Vous parliez tout à l'heure de jeunes de droite qui allaient militer sur les réseaux sociaux ou coller des affiches, etc. Pourquoi ces jeunes-là sont des bénévoles? Parce que ça les a touchés. Et je vais aller un peu plus loin. Parce que Thomas, c'était un jeune rugbyman qui les ressemblait, qui avait ce côté quartier populaire, qui s'amusait beaucoup, il y avait ce type d'ambiance. Et l'assentiment par association compte. Et je vais vous dire quelque chose, et j'aimerais juste que là-dessus, on le fasse de façon pondérée, parce que c'est délicat. C'est que sur l'attentat qui a eu lieu le week-end dernier, ça a moins d'emprise pour deux raisons. La première, parce qu'ils ont tout de suite communiqué, le ministère, et ils ont communiqué notamment sur le prénom, sur la nationalité, etc. Parce qu'ils ont compris qu'après le drame de Crépol, ce qui avait scandalisé, c'était d'abord qu'on cherche à ne pas communiquer et à cacher. Là, vu que le gouvernement l'a fait, l'attentat est passé. Et le deuxième élément, vous faites des amalgames. Moi, j'étais en plateau en direct à ce moment-là. En ce moment-là, il n'y avait pas d'éléments. Au bout de arrêtez les amalgames, ça n'a rien à voir. Ce que je veux expliquer, c'est qu'au bout de 20 minutes, on a su dire que c'était un attentat terroriste. Il y a 7 ans, quand il y avait un Allahu Akbar et quelqu'un qui poignardait, il n'y avait pas... C'est tout et son contraire. C'est pas d'amalgame. Juste voulez-vous qu'on soit d'accord avec ce que vous dites sur l'élément qui est délicat, j'aimerais que ce soit pas instrumentalisé, qui est que je ne l'ai pas dit. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Sur cet attentat, par exemple, et je parle en termes d'analyse politique, ça a moins marqué que le drame de Crépol. Mais quand savez-vous Parce que la victime, ils ont eu un sentiment d'association moins important. Laissez